Bonjour tout le monde, bon matin. Merci d'être avec nous. On est plus de 400 ce matin pour écouter Catherine Dagenet. C'est la PDG de la SAQ. Madame Dagenet, merci d'être avec nous. Ça fait 2 ans que vous êtes en poste. On devait vous accueillir il y a quelques semaines déjà en personne à notre tribune avec tout le monde dans la salle. Évidemment, on s'est tous ajustés, la chambre, mais vous aussi à la SAQ. Pour tout le monde qui nous écoute, tout le monde s'intéresse à la SAQ. Le 16 mars, quand on décide qu'on arrête toutes les activités non essentielles, le gouvernement a pris une décision de maintenir la SAQ comme étant un service essentiel. On l'a vu à travers les semaines, les mois. Beaucoup de gens sont pointés à la SAQ, des gens sont aussi pointés en ligne. Il y a eu beaucoup d'activités. On va en parler ce matin et on va avoir l'occasion peut-être de regarder un peu vers l'avenir. Quelles sont les grandes décisions que la SAQ va avoir à prendre au cours des prochaines semaines, des prochains mois? Pour tout le monde qui nous écoute, pour ceux pour qui c'est la première fois, on va prendre la formule habituelle. Catherine Dagenet va parler pendant quelques minutes au départ. Ensuite, on va échanger et à travers ces échanges, je vais aussi lui poser des questions que vous nous avez envoyées au cours des derniers jours de façon à pouvoir amener des réponses plus pointues sur vos questions à vous. Donc, sans plus tarder, Catherine, à toi la parole. Merci Michel, merci à toi et à la Chambre de commerce de Montréal de m'inviter aujourd'hui dans cette nouvelle formule-là de conférence. J'ai eu l'opportunité de participer à quelques conférences virtuelles, mais c'est ma première à titre de conférencière. Et je suis très heureuse d'être avec vous pour échanger et partager aussi les apprentissages qu'on a faits dans les dernières semaines. Alors, évidemment, on n'a pas besoin de se le dire, mais on vit une période vraiment exceptionnelle. Et je pense qu'il n'y a pas un dirigeant d'entreprise qui n'a pas vécu des moments difficiles, qui en vivra pas non plus dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mixer à ça toutes les difficultés qui se passent là, autour de nous dans la population du Québec. Alors, malgré tout ça, j'ai envie de dire que je suis un peu mitigée dans tout ça parce que je considère que la SAQ est privilégiée présentement. Puis pourquoi je dis ça? C'est que malgré les moments difficiles, ben, les affaires vont bien à la SAQ. On est ouvert depuis le début de la crise. En fait, on n'a pas fermé depuis le début. Nos employés, pardon, vont bien. Pour faire exprès, je vais prendre un peu d'eau. Alors, nos employés vont bien et c'est important de se le rappeler tout ça et puis de dire que plus que jamais, c'est ce que je répète à nos employés, c'est tellement important de se serrer les coudes. Évidemment, depuis le début, les choses ont beaucoup évolué. Je me rappelle au début, les employés questionnaient, ben, on reste ouvert, la population se posait la question. Et en fait, pendant 2 semaines, là, du 16 mars jusqu'à la fin mars, ça a été la folie furieuse dans nos succursales et nos ventes en ligne aussi. En fait, c'était Noël à tous les jours, mais dans un contexte où on n'a pas prévu que ce soit Noël. Donc, il y a eu des difficultés de gestion de stock, bien entendu. En fait, on a vendu. C'est un beau problème. Mais aussi s'adapter aussi avec nos employés dans un contexte où il y avait beaucoup de stress, de nervosité dans l'air. Et évidemment, il a fallu adapter rapidement nos façons de faire pour sécuriser nos employés de succursale, mais aussi nos employés dans l'entrepôt qui sont là pour justement s'assurer d'approvisionner nos magasins. Euh, Beaucoup de gens m'ont posé la question. Puis en fait, tout ça, pendant les deux premières semaines, il y a eu beaucoup de questionnements. Ben, pourquoi la SAQ resterait ouverte? À un moment donné, M. Legault a positionné la SAQ comme étant un commerce prioritaire ou essentiel, là, comme les épiciers et les pharmaciens. Et je pense qu'il y a des raisons pour ça qui sont à la fois sociétales et économiques. Alors, d'un point de vue sociétal, social, c'est sûr que de fermer la SAQ dans un contexte où partout en Amérique du Nord, en Europe, les magasins d'alcool sont demeurés ouverts,
parce qu'il y a un besoin pour ça. Puis aussi, veut pas, dans un contexte de confinement où les rassemblements sont interdits, ben, comme consommateur, et j'en suis une, qu'est-ce qui nous reste? Ben, c'est de se faire un bon repas à la maison, accompagné, pourquoi pas, d'un verre de vin, d'une bière, d'un cidre ou d'un spiritueux. Et c'est ça, donc, qu'on a à faire. Et aussi, évidemment, sans parler de la possibilité de l'ouverture d'un marché noir si les SAQ avaient été fermés. Donc, le point de vue social, je pense, on répond bien à ça. Et d'un point de vue économique, certains n'aiment pas en entendre parler, mais je pense que plus que jamais, la SAQ joue son rôle de sécuriser les revenus de l'État. Puis dans un contexte où l'État a besoin d'argent, veut pas, il y a des demandes grandissantes qu'on connaît, qu'on entend tous. Et à toutes les semaines, la SAQ est en mesure de remettre, c'est 25 millions de dollars par semaine qu'on remet à l'État. Alors, c'est pas rien. Évidemment, c'est pas suffisant pour répondre à tous les besoins qu'il y a, mais tout de même, je pense que c'est important on joue ce rôle-là en ce moment qui est tellement important. On fait rouler en quelque sorte une partie de l'économie. Les employés sont rémunérés et travaillent, et ça, je pense que c'est une bonne chose. Bien sûr, comme tous les chefs d'entreprise, j'ai appris beaucoup dans les dernières semaines parce que le livre de la COVID n'était pas écrit. Il a fallu se réinventer. Puis évidemment, j'ai fait des apprentissages. Toute l'organisation a fait des apprentissages. Puis aujourd'hui, ben, ça me fait plaisir de vous les partager parce que je sais que dans l'audience, il y a des gens qui sont en confinement ou qui sont en train de se déconfiner. Puis j'espère que ça pourra vous aider. Ça me fait plaisir donc de partager avec vous, en fait, 5 apprentissages. Le premier, en fait, c'est que c'est la santé de nos gens, la santé puis le bien-être des employés et de la clientèle est clé en ces moments-là. Puis c'est comme la base de tout. Puis on l'a entendu beaucoup dans les dernières semaines, la santé publique est importante. Puis effectivement, vous pourriez dire, ben ça devrait avoir toujours été important. Catherine, oui, mais plus que jamais, en fait, dans un contexte où il y avait beaucoup d'inquiétudes, les gens venaient dans nos magasins, oubliaient les consignes de distanciation physique, les gens revenaient de vacances, n'appliquaient pas pour certains les recommandations du 14 jours de confinement. Alors, les employés étaient très inquiets de ça. Et donc, toute la mise en place des mesures d'hygiène et de distanciation physique a été clé dans nos succursales, mais je le répète aussi dans nos entrepôts, parce que pour sécuriser, en fait, nos gens, c'était essentiel de le faire. Puis en fait, je suis contente aujourd'hui de vous dire que toutes ces mesures-là qu'on a mises en place ont certainement contribué à minimiser, en fait, les cas de COVID-19. Je touche du bois. Aujourd'hui, dans l'entrepôt, on n'a pas eu de cas. Et dans nos succursales, on a eu 8 cas de COVID-19 dans les 8 dernières semaines sur 5500 employés. Évidemment, j'aurais aimé vous dire qu'il n'y en aurait pas eu, mais évidemment, il y en a eu quelques cas. Mais je suis heureuse de vous dire que la majorité des employés vont bien, sont revenus au travail. Certains sont sur le point de revenir. Et ça, pour moi, bien, ça m'indique qu'on a mis les bonnes choses en place. Et bien, pour l'avenir, en fait, plus le déconfinement va se produire, bien, il va falloir être vigilant et continuer à appliquer les mesures d'hygiène et de distanciation physique que parfois, comme consommateur, puis même comme employé, on a tendance à oublier. Le deuxième constat que je fais, puis encore une fois, c'est pas une surprise, mais en temps de crise, plus que jamais, l'importance de communiquer, communiquer et communiquer. Dès le début, pour moi, ça devenait important de communiquer. J'ai moi-même été en confinement 14 jours parce que je suis revenue de vacances le 13 mars. Et puis le fait d'être loin des équipes, ça me dérangeait de ne pas pouvoir parler aux gens. Donc, de mettre en place des appels téléphoniques plus fréquents
pas juste avec moi, mais avec les dirigeants, avec les gestionnaires immédiats, pour entendre les préoccupations des employés, les écouter, mais aussi les informer de ce qui s'en venait. Pour moi, c'est clé, puis on continue de le faire, puis va falloir continuer de le faire pour les entreprises qui ont des gens à distance. En fait, moi, j'ai des gens à distance. Les gens en succursale sont à distance. Les gens au centre de distribution, ben, à Québec, je n'y suis pas allée, mais à Montréal, j'ai l'occasion d'y aller. Et évidemment, nos employés de bureau qui travaillent de la maison. Alors, c'est de s'assurer de rejoindre tous ces publics cibles-là. C'est pas le même moyen qu'on utilise. Donc, puis on est encore en apprentissage là-dessus, de bien rejoindre la totalité de nos employés pour les informer, puis être à l'écoute aussi de leurs préoccupations. Puis à travers tout ça, communiquer aussi à notre clientèle. Et ça, on le fait dès le début, à toutes les semaines. On a déjà des moyens de communication avec la clientèle et évidemment, on a poursuivi cette communication-là parce que certains étaient inquiets des mesures qu'on mettait de l'avant dans les succursales pour qu'ils aient un milieu sécuritaire lorsqu'ils visitent nos succursales. Alors, on a été en mesure de bien les informer et on va continuer de le faire parce que c'est de ça qu'on a besoin. Peut-être un dernier point lié à la communication qui est aussi très important, c'est la communication avec nos syndicats. Chez nous, on a 3 syndicats et évidemment, dans nos conventions collectives, on n'a pas de clause de prévu sur la pandémie de la COVID-19. Et donc, il a fallu travailler ensemble, se serrer les coudes. Puis je peux dire qu'il y a eu une belle complicité, participation, collaboration avec nos syndicats pour trouver des solutions pour que ça marche, pour qu'on continue à gérer nos opérations. Et ça, ben justement, c'est un travail qu'on va devoir continuer à faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Puis en fait, je veux remercier tous nos employés, que vous soyez en succursale, en entrepôt, sur les camions de livraison ou en télétravail. Je veux vraiment vous remercier de communiquer puis de nous partager ce que vous vivez pour qu'on devienne encore meilleur à la SAQ. Le troisième constat, c'est le télétravail. Ben oui, c'est possible le télétravail. Alors chez nous, on a des gens d'opération qui travaillent sur le front, mais on a aussi des employés de bureau comme moi qui travaillent de la maison. Et en janvier dernier, on avait initié un début de télétravail dans l'entreprise pour se préparer notamment là, à la construction du fameux tunnel Hippolyte. Et on s'était dit, ben, ça va être une journée par semaine. Et tous nos gens étaient outillés pour le faire. Bien évidemment, aujourd'hui, nos employés de bureau sont à 100% à la maison. Ils ont les outils de travail, continuent à supporter toutes les opérations. Ça marche. Puis en fait, ben, même s'il y a des gens qui étaient réticents au début, force est de constater que c'est possible de faire du télétravail. Mais évidemment, quand on va revenir au travail, je pense qu'on va avoir recours au télétravail de façon beaucoup plus importante que ce qu'on avait imaginé au début. Mais évidemment, on va prendre le temps de faire le bon post-mortem et de voir, ben, qu'est-ce qui manquerait pour être encore plus efficace en matière de télétravail. Le quatrième apprentissage, bien évidemment, c'est le constat, puis je sais que c'est l'intérêt de plusieurs d'entre vous au niveau de la chaîne d'approvisionnement, plus particulièrement au niveau des ventes en ligne. Alors, on savait à la SAQ que dans quelques années, on serait plus capable d'opérer nos opérations telles qu'elles étaient pour des raisons de capacité. Bien, évidemment, nos ventes en ligne ont explosé dans les dernières semaines. Et il n'y a pas si longtemps que ça, nos ventes en ligne représentaient un peu moins de 2% de nos ventes. Et 80% des commandes en ligne étaient livrées à domicile. Bien, aujourd'hui, nos ventes en ligne ont explosé de 200%.
Et la livraison à domicile est de mise. Hein, c'est 70% de nos commandes en ligne qui sont livrées à domicile. Alors, ça change, ça a tout changé nos façons de faire et la promesse de livraison qui était de 3 à 5 jours, ben, on n'a pas été en mesure de la livrer parce qu'on a été pris d'assaut. Alors, on a dû remédier à certaines situations pour corriger, en fait, la situation de sorte que nos clients aient une expérience plus agréable en ligne. Mais on n'est pas différent de plusieurs commerces qui font de la vente en ligne. Hein. On a été pris d'assaut de sorte qu'on a diminué le nombre de produits. Nous, d'habitude, on est autour de 4000 produits offerts en ligne. Et pour les volumes qu'on avait, on a dû diminuer l'offre à quelques 500 quelques produits pour avoir beaucoup plus de quantité de chacun de ces produits-là. Et, euh, et aussi, on a dû, en fait, ouvrir, on a une succursale à Montréal qui est dédiée, en fait, qui est une deuxième, je dirais, succursale ou entrepôt pour préparer les commandes des produits les plus populaires auprès de la clientèle. De sorte qu'on est en train de réduire, en fait, tout le backlog, là, les commandes qui étaient en retard. Et aujourd'hui, on a 5 à 7 jours là, de promesses de livraison, qui est un peu mieux que ce que ça a été dans les dernières semaines. On s'améliore tous les jours. Alors, ça vraiment, pour nous, ça a été tout un apprentissage. La livraison aussi à domicile, on faisait affaire avec une entreprise qui a, du jour au lendemain, décidé de ne plus livrer à domicile pour des raisons de sécurité pour les employés. On a dû remédier à ça et travailler avec un autre transporteur qui, avec des mesures de sécurité accrues, garantit la livraison à domicile. Alors ça, on est bien content. J'ai pas besoin de vous dire que la clientèle est très contente de ça. Le dernier point, puis en fait, qui est tellement important dans ces moments-là qu'on vit, c'est toute la notion de partage. On dit souvent à la SAQ qu'on partage des moments avec notre clientèle. Bien, je pense que plus que jamais, la pandémie nous amène cette notion-là et on réalise à quel point la SAQ, oui, on est un commerce de détail, mais en même temps, on joue un rôle social. On fait partie d'un écosystème où on a des fournisseurs partout dans le monde. Hein. On achète plus de 3000 producteurs de partout dans le monde qui vivent eux aussi la pandémie et qui étaient très inquiets de voir. Ils voulaient s'assurer qu'on serait au rendez-vous, qu'on continuerait à commander. Effectivement, on continue de commander. Et nos bailleurs aussi au Québec, où nos succursales sont, je pense que c'est hyper important. Et évidemment, les producteurs québécois hein, qui sont ici, chez nous. Évidemment, M. Legault en a fait allusion plusieurs fois, a fait appel à la population d'acheter local. Mais nous, on était prêts. On promouvoit les produits locaux depuis nombreuses années, mais je pense qu'il y avait un momentum de les mettre de l'avant davantage. Et d'ailleurs, sur notre site en ligne, on offre la majorité des produits du Québec présentement. Notre intention, c'est de les offrir complètement là, dans les prochaines semaines. Et évidemment, je peux vous dire qu'il y a un engouement, tant de la part de nos employés en succursale qui font des étalages de ces produits-là, mais que de la clientèle qui est au rendez-vous et qui achète ces produits-là. Qu'est-ce que ça donne concrètement? Bien, depuis le début avril, j'exclus la période folle de Noël qu'on a vécue en mars, mais depuis le mois d'avril, les vins du Québec sont en hausse de 60% sur l'année dernière, les spiritueux de 80%. Alors, c'est vraiment une tendance et on est bien fiers d'y participer et de collaborer avec nos producteurs locaux.
j'oubliais un petit point aussi, là. Je vais être sûre de rien oublier. Il y a un dernier point aussi par rapport au partage que je voulais apporter, qui est tellement important pour moi, c'est les banques alimentaires du Québec. Alors, on est partenaire avec BAQ depuis 11 ans déjà. Et je dois dire qu'au mois de mars, là, au début, pendant qu'on faisait des ventes exceptionnelles dans nos succursales, j'écoutais les nouvelles à la télévision. Puis ça m'a vraiment, en fait, touchée d'entendre que déjà, les banques avaient de la difficulté à avoir des bénévoles, mais aussi étaient à sec. Et on n'a pas hésité à faire un don spontané là, de 1 million de dollars à BAQ. Et ça, je suis vraiment contente d'avoir la possibilité justement de redonner à des gens qui en ont tellement besoin. Puis on dit souvent qu'avant de bien boire, ben il faut surtout bien manger. Puis je pense que je suis assez d'accord avec ça. C'est tellement important. Puis on va continuer de supporter les banques alimentaires. D'ailleurs, j'en profite du forum que j'ai aujourd'hui pour vous annoncer que dans les prochaines, en fait, débutant jeudi, on va avoir une campagne sur les médias sociaux où on aura une vidéo justement dont la thématique va être pour voir la fin, pour y mettre fin. Et chaque clic que vous allez faire sur cette vidéo-là va donner un repas à BAQ qu'on va leur redonner. Et en plus de ça, on va solliciter la clientèle en succursale de faire des dons spontanés pour ceux qui le peuvent, bien entendu. Et finalement, j'ai oublié de mentionner que toutes les commandes en ligne livrées à domicile, il y a un frais de livraison de 12 qui est remis en totalité à Banque alimentaire du Québec. Alors, on est bien fiers de pouvoir contribuer à tout ça et on va le faire là, dans les semaines, dans les mois à venir, assurément. Alors, évidemment, en conclusion, on peut dire que le commerce de détail était déjà en transformation, mais je pense que plus que jamais, là, il y a un bouleversement qui se passe. Ça suscite beaucoup de questions, d'interrogations sur l'avenir du commerce de détail et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci Catherine. Donc, merci pour ces apprentissages. Je remarque d'abord à quel point, tout le monde le dit, il a fallu prendre soin de nos employés au départ, les rassurer, mettre en place toutes les mesures sanitaires qui étaient requises, mais bien communiquer aussi. Peut-être une question, est-ce que vous avez géré différemment? On sait que dans la SAQ, il y a plusieurs succursales, des fois les employés se déplacent, il y a du temps partiel. Avez-vous remodelé vos horaires de travail et la façon dont les employés sont assignés à des postes, juste pour encore une fois aider tout le monde qui se pose les mêmes questions présentement? Oui, alors effectivement, mais premièrement, on est fermé le dimanche et le soir, les soirs de semaine, et on a des gens qui sont cédulés durant ces quarts de travail-là. Alors, on a dû, en fait, puis on voulait pas, on voulait bénéficier de leur talent, qu'ils les mettent à profit en succursale, et on a dû donc revoir leurs horaires de travail en collaboration avec le syndicat. Il y a des employés qui restent au travail le dimanche pour préparer le magasin pour le lundi matin. Il y en a d'autres qui ont été relocalisés là, dans d'autres succursales pour prêter main forte dans des succursales parce qu'évidemment, nous aussi, on est touchés par tout ce qu'on entend à tous les jours. Hein, les employés de 70 ans et plus, on en a. Des employés qui sont en confinement parce qu'ils ont des proches qui ont des maladies chroniques, on en a. Des employés qui ont des jeunes enfants qui doivent s'en occuper, on en a. Alors, on a dû revoir effectivement les horaires pour essayer de balancer puis de rester ouvert là, dans la majorité de nos succursales. Nos employés à temps partiel, oui, se déplacent d'une succursale à l'autre, dépendamment des besoins, mais évidemment, on s'assure que tout ça se passe dans un contexte là, des mesures d'hygiène qu'on a mises en place. Alors, il y a beaucoup plus de flexibilité, je dirais, pour justement faire travailler le plus de gens possible. Puis ça, pour moi, c'est important.
de m'assurer que les gens étaient au travail et n'étaient pas euh, au chômage comme d'autres employés au Québec. Catherine, une petite question comme ça que je commence à poser à tout le monde là, dans la situation actuelle. Vous n'avez pas arrêté, il y a de la forte demande. Embauchez-vous à la SAQ? Absolument. En fait, oui, on a embauché, tantôt j'ai oublié de dire, justement, pour notre site, notre entrepôt SAQ.com, évidemment, on avait une limite du nombre d'employés qu'on pouvait avoir dans l'entrepôt. Alors, évidemment, il a fallu faire des quarts de travail. Alors, on est ouvert 7 sur 7, 24 sur 24 sur des quarts de travail. On a embauché et on embauche aussi dans nos succursales, dans nos entrepôts aussi. On a dû embaucher pour répondre à la demande, effectivement. Ben, c'est une bonne On nouvelle pour a, ceux qui nous écoutent à oui. transmettre. S'il y a moi, je veux que les endroits où on embauche, ça soit connu parce qu'il y a des gens qui veulent travailler. Puis on va essayer d'aider à ce jumelage entre ceux qui sont disponibles et les besoins ici et là. J'aimerais qu'on parle de la fameuse question de la commande en ligne et de la livraison à domicile. Tu l'as abordé, évidemment, et là, il n'y a pas de critique dans ce que je vais dire, mais il faut regarder un peu vers l'avant. Les délais sont longs. Les gens m'ont dit une semaine, tu l'as dit toi-même, entre 5 et 7 jours. Des gens m'ont dit que ça avait été plus long à un moment donné. Tu as dit que vous aviez dû changer de fournisseur. Et des gens aussi me disent 12 par commande, ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop élevé. Tu dis, écoutez, cet argent-là, on le transmet à une bonne cause, mais il demeure pour moi qu'il n'y a personne qui commande puis qui paye le 12 c'est elle qui fait le geste. Comment tu vois l'évolution de ce service à domicile? Qu'est-ce que tu t'attends de la performance de la SAQ et du coût de la livraison à domicile? Alors, écoutez, le coût de livraison, en fait, la SAQ, ce qu'on vend, c'est un produit qui est lourd, d'une part, et qui est cassant, qui doit être manipulé avec soin, et il y a des coûts rattachés à ça, en fait, c'est coûteux. Et le fait qu'on doive carter aussi voyons, celui qui reçoit la commande, ben il y a un coût attaché à ça. Alors, la décision qu'on a prise, c'est qu'on absorbe ce coût-là présentement parce le 12 on le redonne aux banques alimentaires, mais effectivement, c'est un coût additionnel pour la SAQ. Évidemment, il va falloir tout revoir ça dans les mois qui vont venir. C'est certain que la priorité de la SAQ dans les prochaines années, on avait identifié la transformation de notre chaîne d'approvisionnement, notamment liée à tout ce qui touche la commande en ligne. Mais mettons que cette priorité-là est devenue prioritaire dans la prochaine année, de vraiment s'y attaquer et de voir comment on va s'organiser pour faire face à une demande qui ne disparaîtra pas. Ça, c'est certain. Est-ce que la commande en ligne à domicile va demeurer? Ça, c'est une grande question parce qu'étant donné que aujourd'hui, tous les clients sont à domicile et peuvent accueillir, recevoir leur colis. Demain, quand les choses vont retourner à la normale, si je peux dire, les gens vont retourner au travail et le colis ne pourra pas être laissé à la porte et le colis ne pourra pas être livré à un enfant qui a un moins de 18 ans. Ça, c'est le défi qu'on a. Alors, il va falloir voir quel sera le comportement du consommateur. On va le suivre. La livraison à domicile a toujours été possible. Ça fait 20 ans qu'on le fait. Dans les dernières années, la livraison en succursale était ce que les clients préféraient et ça, c'est gratuit. Et la majorité de ces commandes-là sont livrées par nos camionneurs, nos employés, ce qui fait que ça diminue les coûts de beaucoup. Et les clients aiment ça, venir en succursale chercher leur colis. En fait, 80% des commandes en ligne étaient livrées en succursale. Bien entendu, aujourd'hui, il y a un revirement de situation. C'est 70%
des commandes en ligne qui sont livrées à domicile. On va voir, mais on va vouloir être attentif au comportement du consommateur. J'ai pas toutes les réponses aujourd'hui, mais c'est certain que c'est quelque chose, ça nous garde éveillés pour la suite des choses, assurément. Parfait. Une autre question aussi en lien avec ces nouvelles pratiques. On le sait à la SAQ, le modèle du, je ne sais pas comment vous l'appelez, le collaborateur qui informe le client, ça aidait beaucoup les clients d'abord à découvrir des nouveaux produits, des fois à acheter un peu plus parce qu'on veut essayer des nouvelles choses. Avec cette nouvelle réalité, beaucoup de ça doit passer par un site d'information, par le web, par le numérique. Êtes-vous satisfait des outils que vous avez pour parler aux clients, parler aux consommateurs, par le web, par les informations numériques? Est-ce que vous voyez ça évoluer? Bien, en fait, il faut que ça évolue et ça a évolué beaucoup dans les dernières années. Je pense au programme Inspire, que j'espère que tu connais et que tu es membre, Michel. Mais en fait, le programme Inspire nous permet de connaître le client beaucoup plus finement et de répondre à ses besoins de façon plus spécifique. Et on communique avec le client Inspire, en fait, qui est 80% presque de notre clientèle, là, de nos ventes, toutes les semaines. Évidemment, il y a les plateformes numériques, que ce soit notre SAQ.com, qui a évolué. On a renouvelé, on a mis à jour notre plateforme, en fait, en janvier dernier. Puis on est bien content de notre timing parce que je pense pas qu'on aurait pu passer à travers avec l'ancienne qui était vieille de 20 ans. Alors, dans les prochains mois, on va vouloir mettre de l'avant les cotes et commentaires, de sorte que les clients, parce que les clients aiment être rassurés quand ils achètent un vin ou un spiritueux, ils veulent avoir les notes de dégustation, savoir qu'est-ce que ça goûte, ils veulent pas se tromper quand ils achètent un produit. Il y a toujours nos conseillers en succursale quand même, là, 96% de nos ventes se passent en succursale. Alors, évidemment, nos conseillers en succursale ont des outils qu'on aura à mettre à jour là, dans les prochaines années, mais aussi la plateforme web où on va vouloir être beaucoup plus, je dirais, présent auprès de la clientèle via les cotes et commentaires de d'autres clients, de nos employés. Je pense que ça va aider la clientèle à faire ses choix définitivement. Puis peut-être, on verra si le besoin avant de dire fermement qu'on va avoir ça, est-ce qu'on aura un conseiller virtuel? Peut-être, c'est des choses qu'on envisage et qu'on va vouloir, en fait, qu'on regarde pour voir la pertinence de tout ça. Donc, mais c'est certain que le commerce, en fait, à la SAQ, mais tout comme tous les commerces de détail, a beaucoup évolué dans les dernières années. Puis, en fait, les 2 derniers mois nous font accélérer davantage toute cette expérience-là numérique, définitivement. Merci. J'imagine que les gens dans tes équipes le savent, là, mais je veux juste que tout le monde le retienne. On a des entreprises ici extrêmement agiles pour aider des grandes organisations comme la tienne, soit à travers le commerce en ligne et la livraison, ou bien tous ces processus sur les sites web pour rentrer en contact avec les clients. Donc, je fais juste dire à tout le monde de la SAQ, on est toujours dans le panier bleu, mais le panier bleu de service, il y a des petites entreprises ici qui sont géniales pour aider dans ces situations-là. Je devais nommer les gens qui nous ont amené des questions et Dominique Veilleux de la Société de l'assurance automobile du Québec et Maude Gagné de l'Université Laval. Vous avez sûrement reconnu dans mes précédentes questions vos propositions. Là, Catherine, je dois t'en poser une. Je ne vais pas les nommer parce que si tu savais le nombre de monde qui m'ont dit « Michel, il faut que tu poses cette question-là. » Tu la vois peut-être venir. C'est la question des bars. C'est la question de toutes ces caves à vin qui sont sur le territoire. Et tous ces gens-là souffrent présentement et voient bien les restaurants qui peuvent livrer une bouteille d'alcool avec un repas à consommer. Eux se disent, pourquoi moi, là, je ne pourrais pas vendre la bouteille d'alcool? À la limite, c'est la même dynamique.
Quelle est la position de la SAQ? Quelle est ta position sur cette ouverture à la possibilité que les bars puissent vendre par livraison ou par pick-up des bouteilles d'alcool? D'abord, tantôt, dans mon allocution, j'ai oublié un point très important, puis je suis contente que tu me poses la question parce que les restaurateurs et les bars sont nos clients. Hein? J'ai parlé beaucoup du consommateur, mais quand j'ai parlé de partage tout à l'heure, je voulais dire que effectivement, dès les premières semaines, j'ai appelé en fait les associations, en fait pour voir comment on pouvait les soutenir, la SAQ. On a mis des choses de l'avant pour soutenir cette industrie-là qui est vraiment à plat, là, qui est en grande difficulté. On le sait tous. Pas parce qu'on veut pas les aider, mais on n'a pas le choix, on doit rester à la maison. Concrètement, la SAQ, rapidement, on a mis de l'avant, on a offert à nos clients restaurateurs et aux bars aussi, bien entendu, s'ils voulaient effectuer un retour de ce qu'ils ont acheté, de tout ce qu'ils ont acheté dans la dernière année à la SAQ, ils peuvent le faire. Et d'ailleurs, plusieurs se sont prévalus cette opportunité-là. J'ai eu des histoires justement de gens, de restaurateurs ou de bars qui avaient fait des achats en prévision du Grand Prix, les champagnes là, qui se vendent, qui coulent à flot au mois de juin. Bien évidemment, il n'y en aura pas. Alors, ces gens-là ont pu retourner tous ces produits-là. On a levé les frais d'administration qu'ils pouvaient avoir. On a aussi facilité, via une plateforme externe à la SAQ, la possibilité à ceux qui ont des caves et qui voulaient vendre leurs produits de leur cave, justement parce qu'il y avait des inventaires de produits prisés qui ne sont même souvent plus disponibles à la SAQ. On a facilité cette opportunité-là et tout ce qu'on peut faire pour supporter cette industrie-là, bien, on le fait et on va continuer de les supporter. Après, il y a toute la question des permis, mais les permis de bars, de restaurants, ça ne relève pas de la SAQ. En fait, c'est dans la cour là, de l'ARAJ et du ministère de l'Économie pour ce qui est des bars. Mais probablement que tout ce volet-là de gestion de permis va devoir être lu. Donc, si j'essaie d'interpréter ce que tu dis, c'est vous n'êtes pas contre, mais c'est pas à vous de prendre cette décision-là, c'est au gouvernement du Québec. C'est pas à la SAQ de prendre la décision si les bars peuvent vendre comme les restaurants des bouteilles d'alcool au public à l'extérieur. Non, présentement, ils ne peuvent pas, en fait, à cause de leur permis qui est différent du permis des restaurants. Puis, c'est pas mon métier, je connais pas bien c'est des permis qui sont même pas octroyés par les mêmes ministères présentement. OK, parfait. Parlons approvisionnement. Tu en as parlé, vous avez connu Noël en mars. Depuis quand même, j'imagine qu'il y a un bon rythme de vente. Parlons un peu d'approvisionnement international au début. Est-ce que les fameux bateaux qui arrivent au port présentement contiennent des containers pour vous? L'approvisionnement international se passe-t-il un peu à la normale? Et deuxièmement, est-ce que les prix ont changé? Est-ce que les prix sont moins élevés, sont plus élevés? Comment se passe l'approvisionnement présentement à l'international? Alors, ben l'approvisionnement, depuis le début, en fait, nous, quand on a débuté la crise était débutée déjà, comme vous savez, en Europe. 80% de ce qu'on importe arrive par bateau, donc de plus de 3000 producteurs dans le monde. C'est certain qu'on a suivi ça de près. On a quelques producteurs en France, en Italie qui ont fermé pendant une période, mais qui nous appelaient pour dire on a des stocks dans des entrepôts, pouvez-vous aller les chercher? Parce que la SAQ coordonne tout le volet du transport avec nos transporteurs. Alors, on est en mesure quand même de sécuriser la majorité là, de nos achats à l'étranger. Bon, à un moment donné, l'Afrique du Sud a complètement fermé. Alors, a réouvert depuis. Alors, il y a eu un peu
je dirais, de ralentissement par rapport à tout ça. Mais de façon générale, les inventaires de la SAQ sont pas en péril, loin de ça. On est capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin. Et oui, les stocks qui arrivent au port, ben, il y a des vins spiritueux et des bières qui arrivent au port et qu'on est capable de décharger puis d'amener dans nos entrepôts pour par la suite les livrer en succursale. Au niveau des prix, bien évidemment, on suit ça de près. On a absorbé, en fait, l'augmentation de prix au mois de mai, en fait, qu'on aurait dû avoir en mai, liée notamment à la taxe d'assises qui a été augmentée par le gouvernement fédéral, mais aussi les taux de change qui sont défavorables. Aujourd'hui, vous le savez, hein, l'euro puis le dollar américain prennent la vigueur. Notre dollar canadien est fragile, c'est pas facile. Donc, et ça va mettre une pression sur les prix. Aujourd'hui, on l'absorbe, mais d'ici la fin de l'été, on va devoir ajuster, en fait, cette réalité-là pour faire face, à ce qui se passe aussi sur le marché. Là, on travaille avec nos partenaires, avec nos producteurs pour voir l'impact quel impact la pandémie aura sur les prix au-delà des taux de change. Ça va être à suivre définitivement. Catherine, tu as déjà répondu à une question que j'avais de Pierre-Luc Ferland là, de Axe Média sur l'augmentation de la hausse d'achat des produits québécois. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens vous félicitent pour l'initiative du ruban bleu autour des produits. Ça amène la question, on est toujours dans la dynamique de l'approvisionnement. Est-ce que vous avez encore des stocks de produits locaux? Est-ce que vos fournisseurs au Québec sont capables de répondre à cet accroissement de la demande? Comment tu vois l'évolution dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, de cette volonté d'acheter local au Québec? Écoute, moi je pense qu'il y a une grande opportunité. C'est certain que dépendamment des types de produits, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de problème d'inventaire des produits du Québec de façon générale. Mais effectivement, par exemple, au niveau des vins du Québec, ben, il y a une capacité maximale de production année après année. On l'a pas encore atteint. Je veux dire, on n'a pas encore tout vendu, mais effectivement, je sais qu'on a beaucoup de producteurs de vin qui s'activent et qui ont planté de la vigne dans les dernières années. Et ça va aider au niveau de l'augmentation de la disponibilité de ces produits-là. Du côté des producteurs, en fait, des spiritueux, des distillateurs québécois, c'est la même chose. Il y a une grande offre. Et ils veulent en fait continuer à produire. Alors, j'ai pas pour le moment. Puis au niveau des cidres du Québec, on exploite très bien le prêt-à-boire notamment. Il y a des belles opportunités au niveau des cidres qu'on retrouve ailleurs dans le monde. Au Québec, ça tarde à se concrétiser, je dirais. Alors, on a des pistes de ce côté-là, mais du côté des inventaires. Puis après, il y a des plus petits producteurs québécois, notamment dans le vin, qui d'habitude ne vendaient pas à la SAQ et de plus en plus viennent chez nous. On les invite. On essaie de diminuer, en fait, la lourdeur de nos processus pour faciliter leur venue à la SAQ et ça fonctionne. Et on va continuer, en fait, de les encourager. Je pense qu'il y a vraiment une belle opportunité de ce côté-là. Puis, écoutez, le jour qu'on n'aura plus de vin du Québec ou de cidre ou de spiritueux du Québec, ben, en fait, on aura un beau problème, tu sais. Mais aujourd'hui, ça va très bien. Les gens apprivoisent ces produits-là et les découvrent, les aiment, les apprécient, en redemandent. Puis, on va continuer de les rendre disponibles au meilleur des stocks qu'on aura disponibles. Sortons un petit peu donc des enjeux, je dirais, immédiats.
la SAQ est une des organisations qui a poursuivi ses activités. Tu l'as même dit, vous avez eu 2 Noëls cette année. Euh, donc, on peut s'attendre quelque part à ce que vos finances soient solides. On peut s'imaginer là tous les festivals, tous les milieux culturels, un paquet d'activités sociales très importantes vont être en manque d'appui. Et donc là, je te challenge un peu en disant vers l'avenir. Est-ce que, comme citoyen corporatif, vous allez vous montrer plus généreux parce que j'imagine que ça va être la ruée des demandes d'appui. Moi, je vois les festivals déjà qui me disent, Michel, il va falloir que les sociétés d'État soient au rendez-vous. Quel signal tu veux lancer à tous ceux qui espèrent que la SAQ va être un des piliers de la reprise ou de la survie de tous ces événements, de toutes ces activités? Écoute, tantôt, j'ai oublié de le dire, ça aussi, merci de la question. En fait, effectivement, dès le début de la crise, on a bien vu que les festivals, les commandites, les dons qu'on fait, ben les dons, c'est plus facile. En fait, il n'y a pas de changement, mais au niveau des festivals, des soirées bénéfices et tout ça, la SAQ a tout un programme de commandite qui est en place. On a dû annuler, en fait, la SAQ n'a pas annulé sa participation, mais les événements ont été annulés pour toutes les raisons qu'on connaît. Mais la SAQ n'a pas annulé sa collaboration et sa contribution tellement importante à ces festivals-là, ces salons-là, des vins qui se font partout, hein? Pas juste à Montréal, à Québec, là. Partout au Québec, on rayonne la SAQ et on veut continuer de le faire. Donc, il y a pas de, on baisse pas du tout nos gardes par rapport à ça. Au contraire, maintenant, il faudra voir comment ça va se faire. On va travailler évidemment avec les organismes avec qui on travaille pour voir comment est-ce qu'ils vont vouloir qu'on participe, en fait. Mais clairement, on va jouer notre rôle là-dessus. Il y a aucun doute là-dessus. Pour nous, c'est hyper important. Puis, en fait, il faut le faire. Au même titre qu'on le fait Catherine, avec Banque alimentaire Québec. Catherine, je te donne un scoop. Il y a beaucoup de gens à Montréal qui se mobilisent en se disant, quelque part peut-être en février, là, parce qu'on est un peu sceptique sur comment ça va se passer d'ici le 31 décembre, mais des gens qui se mobilisent à moi en disant quelque part en février, là, puis ça correspond peut-être à la période où on a le Festival Montréal en lumière. Là. Peut-être que dans cette période-là, il va falloir qu'on fasse une méga fête à Montréal. Fait que je vais juste te dire, beaucoup de gens s'attendent à ce que la SAQ soit de la partie quand on sera rendu là. Mais je te demande pas de signer au bas de la page tout de suite, là, mais je te dis, ça se mobilise, là. Oui, mais je suis contente que ça se mobilise. Puis oui, de toute façon, la SAQ fait partie de cet événement-là à chaque année. Puis c'est certain, en fait, plus que jamais, il va falloir qu'on célèbre avec ces gens-là, puis qu'on donne le ton à la reconstruction là, de cette industrie-là. Puis en passant, bien, la SAQ, en février, l'an prochain, ben on va fêter nos 100 ans. Alors, les astres sont alignés. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Peut-être 2 petites questions, le temps a filé beaucoup. Une première question qui est délicate, mais on l'a vu, on a des chiffres pour le Canada, on a des chiffres pour l'Angleterre. Les gens consomment plus d'alcool. On se dira, c'est un peu normal, on a peut-être plus de temps, on est peut-être plus à la maison, mais il y a un enjeu, on le sait tous, c'est que parfois ça mène à de l'alcoolisme ou des excès. Est-ce que vous avez, vous, une réflexion particulière ces temps-ci sur la possibilité qu'à la fin de cette crise, on s'aperçoive qu'on a peut-être un enjeu sociétal plus difficile à gérer? En fait, cette question-là, de tous les instants, c'est une question qu'on suit, pas juste maintenant, mais depuis toujours. On suit la consommation per capita qui est important. C'est notre rôle, justement, social qui prend ce relais-là, qui est important. On travaille beaucoup avec Éduc-Alcool. Au niveau des statistiques de consommation, effectivement, il y a certains groupes qui sont plus à risque. De façon générale, la consommation ne semble pas avoir augmenté, mais il faut être très prudent
Puis effectivement, il faut le suivre. La SAQ a toujours eu une éthique de vente, non seulement auprès des... Évidemment, on ne vend pas aux mineurs, mais aussi auprès des gens qui sont manifestement en état d'ébriété, qui viennent dans nos succursales. Alors, on est très sensible à ça et on suit ça de près et on travaille de concert avec les organismes, avec Éduc-Alcool notamment, pour voir ben, comment ça va se traduire. Mais notre intention n'est certainement pas et n'a jamais été de promouvoir la consommation d'alcool. Il y a un équilibre dans tout ça. Peut-être une dernière question, c'est presque un oui ou un non. On le sait, on a une énorme pression sur les finances publiques. Le gouvernement, à chaque année, fixe des objectifs d'un dividende que doivent payer les sociétés d'État. Es-tu confiante à ce moment-ci que pour cette année, la SAQ pourra verser le dividende attendu par le gouvernement du Québec? Ça, c'est la question à 1000 piastres. C'est la question de M. Girard aussi, qui évidemment aimerait bien qu'on soit en mesure de livrer le dividende qu'on avait annoncé en mars. On regarde ça attentivement. C'est clair que la COVID, oui, a des revenus. En fait, la restauration, on perd des revenus liés à la restauration et il y a des coûts additionnels à toutes les semaines liés à la COVID. Alors, dépendamment du moment de la reprise, on essaie de voir, de minimiser les dégâts le plus possible. On est conscient que plus que jamais, il faut sécuriser les revenus de l'État, mais je me garde une gêne aujourd'hui devant tous ces auditeurs-là. Mais c'est quelque chose qu'on regarde sérieusement. Puis peut-être voir à peut-être certaines dépenses, ne pas les faire, mais en même temps, il y a d'autres dépenses économiques qu'on aurait intérêt à faire pour stimuler l'économie. On est dans ces eaux-là. Bien, c'est tout le temps qu'on avait, Catherine. Alors, merci beaucoup, hein, tout le monde. J'ai appelé Catherine tout le long, mais vous vous souviendrez tous, c'est Catherine Dagenet, la PDG de la SAQ. Merci, Catherine, d'avoir accepté de répondre à toutes ces questions-là. Elles n'étaient pas toutes faciles, mais on a bien appris. Alors, à tous ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. Et Catherine, merci encore une fois. Merci beaucoup.